Et maintenant, je vais vous parler donc de notre ciné-débat de ce soir. C'est un sujet un petit peu peut-être ardu ou pas très motivant, quoique tous les sujets sont motivants. Dans notre groupe, eh bien, un certain nombre ont souhaité parler de la cybersécurité, de la cyberguerre. Et nous avons eu des difficultés pour trouver, bien entendu, localement, un intervenant ou une intervenante sur ce sujet. Lorsque nous n'arrivons pas à trouver localement, c'est ce que nous essayons de faire le plus souvent, eh bien nous sommes obligés de rechercher le plus souvent dans des grandes villes et le plus souvent même dans la région parisienne. C'est ainsi que nous avons trouvé, par l'intermédiaire du réalisateur Antoine Wittkin du documentaire que vous allez voir, eh bien, une personne qui intervient, vous allez le voir dans le documentaire. Il s'agit de monsieur Nicolas Arpagian, qui est un expert en sécurité et en cybersécurité. Voilà. Donc, c'est quelqu'un à qui nous allons poser, je pense, toutes les questions qui nous viennent à l'esprit sur ce sujet-là. Et il doit pouvoir nous apporter des réponses. Alors, ce monsieur Nicolas Arpagian, eh bien, il est directeur de la stratégie d'Orange Cyberdéfense. Il est fondateur du cycle Sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Et il enseigne à l'ENSP, qui est l'École nationale supérieure de la police. Voilà, puisque, bien entendu, lorsqu'on parle de guerre, de cyberguerre, eh bien, bien entendu, il y a tout de suite derrière un problème de défense et un problème de sécurité nationale, mais pas que. Vous aurez l'occasion de lui poser des questions à ce sujet-là. Nicolas Arpagian a écrit de nombreux ouvrages. Il a écrit, entre autres, l'État, la peur et le citoyen, en 2010. Donc c'est un sujet qui est proche de tout ce qui est cyberguerre et cybersécurité, qui est un sujet sur la sécurité proprement dite. Et nous aurons peut-être des questions à lui poser à ce sujet par rapport aux événements actuels. Et par contre, deux autres ouvrages qui sont en plein dans le sujet de ce soir, à savoir, il a écrit La cybersécurité. L'ouvrage a évolué puisque son premier ouvrage est sorti en 2010. Une nouvelle édition ensuite est parue avec des rajouts en 2015 et la troisième édition est sortie en 2018. À chaque fois, il a apporté des éléments nouveaux dans l'ouvrage. Et enfin, il a écrit La cyberguerre, la guerre numérique a commencé en 2009. Et c'est le sujet, bien entendu, qui va être illustré par le documentaire d'Antoine Wittkin que nous allons regarder à présent. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que juste deux mots pour l'organisation, comme ça nous n'aurons pas à le faire tout à l'heure, du duplex par Skype. Nous sommes obligés d'éteindre les deux projecteurs qui sont là, c'est-à-dire la salle entièrement, parce que sinon on ne voit pas la personne sur l'écran. Donc ce que je vous demanderai, c'est d'accepter d'être dans le noir, bien entendu, pendant le débat. Nous avons mis un petit projecteur ici pour éclairer essentiellement cette zone, et je vous demanderai, pour poser la question, de vous déplacer et de venir de manière à ce que Nicolas Arpagian puisse vous voir au moment où vous posez la question. Voilà, hein, c'est une petite contrainte pour ce soir, hein, c'est-à-dire de vous déplacer, et en même temps, c'est pas plus mal parce que vous viendrez et vous pourrez, puisque la webcam se trouve là-haut, elle est pendue à la balustrade du balcon. Voilà. Bien. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un bon film, un bon documentaire. À tout à l'heure. Il dure environ 50 minutes. J'ai établi la liaison. Hein. Tu es prêt? Oui.
Donc on va se présenter alors. On travaille en live. Bonsoir, monsieur Arpajon. Bonsoir. Voilà. Et vous nous recevez bien, là? Fort et clair. Bon, mais c'est parfait, nous aussi. Vous êtes à l'écran. Bonsoir. Et vous devez voir le bas de l'écran. Exactement, je vois des sièges. Voilà, mais ne vous en faites pas, je vais basculer un petit peu la webcam et vous allez voir que au-dessous, eh bien, il y a un certain nombre de spectateurs, voilà, de vrais gens qui sont venus nous écouter ce soir et parler de la cyberguerre et de la cybersécurité avec vous. Voilà. Bien. Mon collègue qui est au bas de l'écran, que vous voyez, qui s'appelle Robert Flores, voilà, va sans doute vous poser une première question, ou peut-être serait-il intéressant que vous nous présentiez votre champ d'action. Oui, déjà, la première chose, c'est que je voulais vous remercier pour cette invitation, et puis je voulais saluer votre présence ce soir, le temps que vous prenez pour vous intéresser à ce sujet. Et c'est vrai que dans la conversation que nous avons eue pour préparer cette séance de ce soir, je m'étais interrogé sur le fait que vous preniez le temps de venir dans ce cinéma, pour ce ciné-débat, pour effectivement voir un film qui, par ailleurs, comme vous avez certainement dû le voir, était disponible sur Internet. Et donc j'étais très impressionné par votre disponibilité ce soir. Le champ de travail, d'études qui m'intéresse est effectivement évoqué dans le film que vous venez de voir, c'est-à-dire le fait de comprendre ce qu'on va appeler les usages offensifs des technologies de l'information, qui vont pouvoir être utilisés soit en termes, si on devait faire un résumé simple, les tuyaux, en clair, les systèmes pour qu'ils fonctionnent, et également, c'était déjà vrai au moment où ce film a été conçu et diffusé initialement, mais évidemment, ça s'est conforté, étoffé ces dernières semaines, ces derniers mois, avec la problématique des contenus. Donc vous voyez bien, aussi bien la maîtrise des systèmes d'information, des équipements informatiques qui sont très présents dans toutes les organisations, dans les économies, dans les entreprises, dans les administrations, dans les forces armées, et également d'avoir cette possible manipulation de l'information, de la donnée, qui peut faire l'objet d'une campagne. Donc ce film a déjà quelques années et il faut reconnaître que, alors hélas, ou tant mieux, mais en tout cas il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli parce que les affrontements qu'il décrit, les équilibres de force qu'il présente, d'une part sont toujours d'actualité, et se sont au contraire considérablement étoffés pour deux raisons. La première, c'est que depuis les années qui sont passées, la société, la collectivité s'est numérisée, c'est-à-dire qu'elle a gagné en numérisation. Voyez ce que vous faites avec votre téléphone, voyez ce que vous faites par ordinateur. Et dans le même temps, au même rythme, les attaquants, alors qu'ils soient d'origine étatique, qu'ils soient d'origine criminelle, crapuleuse, effectivement se sont appropriés ces outils techniques de manière à conserver un avantage et surtout optimiser leurs gains. Alors leurs gains, quelquefois ils sont politiques, quelquefois ils sont financiers, économiques, quelquefois ils sont purement idéologiques, c'est-à-dire que c'est le fait de faire progresser telle ou telle idéologie, mais on voit bien que souvent on dit que les criminels, les cybercriminels sont des entrepreneurs comme les autres. Ils cherchent à optimiser leur action en ayant moins de ressources, mais avec un impact ou un gain plus important. Donc on voit bien que cette question de la cyber-guerre, alors le terme de guerre peut être sujet à discussion, effectivement n'a jamais été autant d'actualité.
Très bien, merci Monsieur Arpagian. Je prends le relais de mon ami Gérard. Est-ce que aujourd'hui, c'est toujours possible? Vous avez entendu tout à l'heure ce qu'a dit un haut responsable dont je ne me rappelle pas le nom, s'agissant des systèmes boursiers, hein, de la bourse dans le monde. Je me souviens à peu près ce qu'il a dit. Il a dit une attaque contre les systèmes boursiers est techniquement possible, oui, mais elle n'aura pas lieu. Alors, est-ce que vous pouvez apporter les éléments de réponse là-dessus? Alors, elle n'a pas eu lieu d'un point de vue technique, même si on a eu des cas de fermeture, alors de suspension de marchés financiers liés à un doute, effectivement, quant aux transactions. Alors, pourquoi? Parce que les marchés financiers sont fondés sur la confiance que le prix qu'atteint une action est bien la rencontre simultanée d'une offre et d'une demande. De la même manière que même si l'information va très vite via le net, vous avez des sollicitations par exemple de la part de sociétés de bourse, de sociétés dont le métier est de passer des ordres en bourse pour le compte de leurs clients, qui à un moment se préoccupent de savoir où se trouvent les centraux téléphoniques à proximité. Pourquoi? Parce que les centièmes, les millièmes de seconde que pourrait leur donner comme avantage la proximité du central téléphonique pourrait permettre de passer un ordre plus vite que celui de ses concurrents. Donc il y a toujours cette question de la technologie et il faut avoir confiance dans la sincérité, la disponibilité et l'intégrité des systèmes boursiers. Alors, on a eu des cas, j'évoquais tout à l'heure, j'ai dit en un mot les deux types d'attaques qui étaient soit les attaques techniques sur les systèmes, soit les attaques informationnelles. Aujourd'hui, ce qu'on a recensé, ce sont plutôt des attaques informationnelles, c'est-à-dire de manière à leurrer, à tromper des acteurs sur les marchés financiers, de manière à faire qu'ils prennent des décisions. Je vais prendre un exemple précis et qui concerne une entreprise française, puisque le fait a été documenté. Une entreprise qui s'appelle Vinci. Le pirate a créé un site internet en ayant un nom qui ressemblait à celui du groupe Vinci. Donc ça fait, vous savez, les autoroutes, notamment, donc du BTP, de la construction. Ce groupe est évidemment coté en bourse à Paris. Il avait créé produit un communiqué de presse qu'il a envoyé dans les médias pour dire le groupe Vinci publie ce qu'on appelle une alerte sur résultat, c'est-à-dire je vous préviens que je vais avoir en quelque sorte un accident financier, donc soyez attentifs à mes mauvais résultats à venir. Et d'ailleurs, le directeur financier est licencié. Il a donc créé un faux site internet. Il avait mis dessus un numéro de téléphone qu'il avait acheté, enfin une carte téléphonique qu'il avait achetée pour l'occasion. Et il s'avère que cette seule information a convaincu un journaliste de l'agence Bloomberg qui a publié cette information, qui a eu une incidence immédiate sur le cours de bourse de Vinci, qui a chuté vraiment immédiatement. Et donc là, on était a priori dans une démarche crapuleuse, c'est-à-dire que la personne faisait ça pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que l'idée du pirate, enfin de l'attaquant, là, était d'acheter quand le cours de bourse baissait. Simplement, quand le cours baisse, donc vous pouvez acheter le titre de l'action moins cher, évidemment. Simplement, vous ne gagnerez de l'argent que quand le cours remontera. Et là, le pirate a été assez imaginatif, parce que quelque temps après, il a envoyé un deuxième communiqué de presse, faux, tout aussi faux que le premier, et pour dire non, le premier était un faux. Rassurez-vous, l'entreprise Vinci va bien. Il s'avère que son deuxième communiqué a également convaincu, donc les ordres de vente du titre ont cessé, et dès lors, le titre au fur et à mesure est remonté. Et donc, le pirate a revendu ses actions au moment où le cours remontait et donc avait suscité un gain. L'enquête est toujours en cours pour savoir qui était à la manœuvre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, vous l'avez compris, le rôle des prestataires, des opérateurs, des gestionnaires des entreprises est de faire en sorte de proportionner le niveau de sécurité
à l'importance des actifs qu'ils gèrent, de l'importance de l'activité qu'ils ont. Ce qui est certain, c'est que oui, les marchés financiers, les places de marché font l'objet de tentatives de piratage, alors soit c'est plus des cas jusqu'à présent d'inhibition pour des ordres de bourse ou des ordres d'achat frauduleux que d'être mis hors d'état de fonctionner. La possibilité étant toujours, de toute façon, pour les autorités de marché, de suspendre, de fermer les marchés s'il y avait un doute sur la sincérité des transactions. Étant donné que c'est une activité qui est fondée sur la confiance, le rôle en général des autorités de marché est toujours de suspendre en cas de doute, de la même manière que si la cotation d'un titre était suspecte, elle est suspendue. Pourquoi ? Parce que la hantise ultime serait de dire je n'ai pas confiance dans les transactions et donc sur le prix auquel j'achète et auquel je vends. Un peu comme dans une vente aux enchères, il faut que le commissaire-priseur ne permette pas de douter que quand vous allez faire une enchère, vous êtes bien face à un autre surenchérisseur. Et donc qu'il n'est pas en train de faire monter artificiellement à la hausse ou descendre, le cas échéant, le prix de la transaction. C'est une des conditions vitales presque de la continuité des marchés financiers. Très bien, merci de cette précision. Donc je me tourne vers la salle puisque là, on a lancé. Il faut venir ici, monsieur, jeune homme, je ne vois pas bien dans le noir. Voilà, donc vous avez une première question d'un de nos spectateurs citoyens. Voilà, donc vous regardez la caméra et je vous passe le micro. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Une question, en tout cas c'est ce que j'ai compris à la fin du reportage, c'est qu'en fait on est aujourd'hui pas capable de faire face à une attaque puisqu'elle sera toujours supérieure au dispositif de défense mis en place. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Oui. Que peut-on donc faire aujourd'hui, sachant que même au niveau international, on n'a pas la capacité, d'après le reportage, à s'organiser? Alors vous avez compris le constat. Simplement, face à ce constat, face à ce diagnostic, il y a des réponses qui n'est pas. En fait, on est dans une idée de se dire, on ne pourra pas empêcher. Il y a des attaques qu'on ne pourra pas empêcher. Soit parce qu'il y aura une défaillance technique et manifeste, soit parce qu'il y aura des complicités, soit parce qu'il y aura des sabotages tels que effectivement il y aura des points de faiblesse. Et c'est pour ça que la stratégie qui est développée, qui était moins présente à l'époque où ce reportage a été fait, mais qui depuis a gagné en maturité, qui est la notion de résilience. La résilience, alors c'est une notion que les psychiatres connaissent, c'est faute de pouvoir empêcher un traumatisme, la mort de quelqu'un, une nouvelle un accident, quelque chose qui vous affecte, on ne peut pas l'empêcher parce que voilà, ça fait partie de la vie. Le rôle de la politique ou de la stratégie de résilience, ça va être de faire en sorte de réduire l'impact de cette attaque. Ça veut dire faire en sorte que vous puissiez revenir à une situation normale dans les meilleurs délais et avec le moins de pertes possible. Vous voyez, c'est comme, je ne peux pas vous empêcher d'avoir un accident, par contre, je vais faire en sorte que vous ayez des éléments de sécurité pour qu'il y aura un choc, mais que vous ayez des airbags, que vous ayez une ceinture de sécurité, et que si vraiment vous cognez la barrière, la glissière de sécurité, un système d'ambulance vienne vous chercher rapidement, vous faire des premiers soins et vous emmener à l'hôpital. Vous voyez, c'est une obligation de se dire qu'on ne pourra pas vivre, on ne pourra jamais garantir une sécurité permanente et continue. Prenez un exemple d'une belle entreprise, c'est d'ailleurs celle qui nous permet de communiquer ce soir, qui s'appelle Microsoft. Microsoft a une 40aine d'années d'existence, un peu plus. Depuis 40 ans, tous les mois, Microsoft publie ce qui s'appelle un Patch Tuesday, un pansement du mardi. Qu'est-ce que c'est depuis 40 ans? Ce sont des corrections apportées à ces logiciels. Vous imaginez, alors ça c'est propre à l'industrie informatique, on n'imagine pas Airbus, Boeing, depuis 40 ans dire écoutez, bon j'ai mis mes avions en l'air, enfin ils volent,
mais bon, tous les mois, il faut que je vous corrige des failles qui potentiellement sont extrêmement graves. Bon, il s'avère que l'industrie informatique a cette spécificité d'avoir été initiée à une époque où ce sont les utilisateurs qui, par les aléas, les accidents, les difficultés, là je ne parle pas d'attaque, hein, je parle juste déjà de défaillance du système, permettent de l'améliorer et de le corriger. Donc il n'y a quasiment pas d'équivalent dans d'autres domaines de l'activité économique. Prenez l'exemple d'un médicament, tout le process, tous les protocoles sont faits en amont de l'autorisation de mise sur le marché. Le numérique a fait cela. Donc aujourd'hui, les États travaillent beaucoup à cette dimension de résilience, de manière à détecter une attaque le plus vite possible, faire en sorte d'avoir des stratégies qui vont vous permettre de la contenir, cette attaque. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, c'est un peu le syndrome du feu de forêt. Dans le sud, vous connaissez là ça, c'est si vous détectez le feu de forêt au tout début du feu, il faut 3 seaux d'eau pour l'éteindre. Si vous arrivez tardivement, il vous faut des canadaires qui tournent pendant plusieurs jours, pendant plusieurs nuits. En fait, l'ambition, la stratégie aujourd'hui des États n'est pas tellement de dire je vais l'empêcher totalement, mais je vais faire en sorte de cloisonner notamment mes équipements, mes systèmes, pour éviter, et ça c'est effectivement l'horizon qui effraie, qui est de dire une paralysie totale par une contamination, un peu comme une pandémie si on faisait l'analogie avec le monde médical. Vous voyez, quand vous avez vraiment des gens qui infectent les autres, Et donc c'est vrai que c'est ce qui est arrivé après le Titanic. Avant le Titanic, pardon, vous aviez des bateaux qui avaient des coques ouvertes. C'est-à-dire que le bateau, c'était une coque, elle était d'un seul tenant. Le problème, c'est que quand vous tapez et que vous créez une voie d'eau, l'eau rentre dans l'intégralité de la coque et le bateau coule. Qu'est-ce qu'on a fait après le Titanic? On a fait des cloisons étanches. C'est-à-dire que votre coque, elle est séparée en cloisons étanches, de manière à ce que si vous tapez à la rocher, il va y avoir un des caissons, là où vous avez tapé, qui va être inondé. Et alors c'est dommage, c'est regrettable, mais en attendant, ça ne met pas en péril la flottaison globale du bateau. Vous voyez, vous pouvez aller au port et faire la réparation. On n'a pas dit qu'on avait fait une coque qui empêchait les voies d'eau, les avaries. Par contre, on a bâti une coque qui est structurée pour réduire l'impact de cette attaque, de cette agression, et donc de manière à permettre de revenir dans les meilleures conditions possibles au port pour réparer, toute proportion gardée. C'est cette stratégie aujourd'hui qui se déploie avec des solutions alternatives. Voilà, simplement la difficulté, c'est, comme vous l'avez compris, c'est que cette activité numérique, elle va toucher tous les domaines de l'activité humaine, la santé, l'énergie, les transports, les forces armées, les systèmes financiers, etc., etc. C'est la raison pour laquelle la plupart des pays ont été désignés. Alors en France, ça s'appelle des OIV, opérateurs d'importance vitale. C'est une loi de 2016 qui les a désignés. Alors simplement, il a fallu un peu de temps après pour les désigner. C'est à peu près un peu plus de 260 entreprises dans 12 secteurs d'activité, donc que j'ai commencé à vous citer, c'est-à-dire la santé, l'énergie, le traitement de l'eau, la banque, l'alimentation, il y en a 12. Les administrations civiles de l'État, les administrations militaires de l'État, il y en a 12. Alors la liste des secteurs est connue, mais les entreprises, les 270 et quelques entreprises, alors sont ce qu'on appelle classifiées, c'est-à-dire que la liste n'est pas publique, simplement, une fois que je vous ai dit que c'était dans l'énergie, traitement des eaux, les télécoms, vous pouvez deviner assez vite quelles sont ces grandes entreprises. Simplement, on n'a pas le droit de le dire, sinon c'est répréhensible. Et donc, l'État oblige ces entreprises à mettre en place des structures renforcées, des scénarios alternatifs, vous voyez, pour faire cette résilience que j'évoquais. Alors, la France l'a fait, et il s'avère que l'Europe, pour une fois, a suivi, enfin en tout cas la France a montré le chemin, a créé une directive qui s'appelle la directive NIS, NIS, qui est rentrée en vigueur au mois de mai 2018. Et alors, bon, il y a un vocable qui est un peu moins dramatique que les Français, donc on parlait d'opérateurs d'importance vitale.
les Européens, le langage européen parle d'OSE, opérateur de services essentiels, mais en clair, quand vous êtes OIV selon les critères français, vous êtes OSE selon la norme européenne. Il y en a un peu plus. Et par contre, l'idée, c'est que ce soit commun à l'échelle des pays de l'Union européenne d'avoir justement des structures renforcées, des procédures, des entraînements, plus des ressources qualifiées. Et on est toujours dans cette idée, faute de pouvoir empêcher une attaque, faire en sorte de réduire l'impact de celle-ci, éviter la contamination et revenir à une situation normale dans les meilleurs délais avec le moins de pertes possible. D'accord, merci. On peut poser une deuxième question? Oui. On a vu dans le reportage là, une entreprise qui s'appelle Symantec. Ouais. On a l'impression un peu que c'est eux qui ont su détecter, veiller, gérer potentiellement la crise avec le... J'ai oublié le nom du... Stuxnet. Stuxnet, oui, absolument. Ouais. Est-ce que c'est une responsabilité en France qui appartient plutôt à un appareil d'État ou plutôt on a ce type d'entreprise aussi en France? Alors, en fait, vous avez chaque État a créé, alors en France, ça s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Si vous cherchez son site internet, c'est ssi.gouv.fr. C'est une structure qui est rattachée au Premier ministre, qui a à peu près 500 collaborateurs, ce qui est beaucoup. Alors c'est moins que nos amis allemands qui, eux, ont une structure un peu plus importante en taille, mais c'est beaucoup plus que les autres pays de l'Union européenne. Donc déjà, tous les pays, les grands pays, se sont dotés d'une structure comparable. Alors après, prenez l'exemple de nos amis britanniques, eux ils ont créé une structure qui est insérée dans leur service de renseignement. Bon, ce qui n'est pas le cas de l'ANSSI. L'ANSSI a fait, l'État français a fait le choix, par exemple, l'ANSSI n'a qu'un rôle défensif, c'est-à-dire qu'elle est là pour protéger d'une part l'État, les infrastructures et de venir en aide, en assistance, s'il le fallait, à ces fameux OIV. C'est surtout qu'elle exerce un contrôle sur le niveau de sécurité des OIV que j'évoquais précédemment. Donc ça, c'est une structure étatique. Ensuite, alors là, vous avez été tout à fait attentif. Là, dans le cas, il s'avère que c'est une entreprise qui s'appelle Symantec, qui fait notamment, entre autres choses, des antivirus, mais elle a bien d'autres activités. En fait, il n'y a pas de règle, dans le sens où c'est celui qui voit qui peut informer. C'est pour ça d'ailleurs que la particularité de l'univers cyber, c'est que, alors évidemment, quand Symantec, et alors aux États-Unis, il y a un certain nombre d'entreprises de ce type-là, il y en a en Russie, il y en a également en France, il y en a dans les grands pays. Évidemment, on va tirer, alors il ne s'agit pas de tirer un fait de gloire, mais c'est un argument commercial, une fois la crise réglée, bien sûr, de dire, vous voyez, c'est moi qui ai détecté. Bon, la seule limite, c'est que, en fait, alors il y a toujours un peu de chance, il y a un peu de technique, en fait, vous avez regardé au bon endroit, au bon moment, sur un maillage d'un réseau qui est planétaire, mais effectivement, il faut trouver ce qu'on appelle un logiciel malveillant, un maliciel, il faut le trouver, il faut l'identifier, et il faut le caractériser. C'est très comparable avec le monde médical, où vous allez avoir un virus, il faut l'identifier, il faut le caractériser, et voir éventuellement s'il existe des versions dégradées ou des versions altérées. La particularité de l'univers cyber, c'est qu'il existe une coopération entre les entreprises. Là, je parle des entreprises de tout secteur, c'est-à-dire la Société Générale coopère avec BNP Paribas, qui coopère avec le Crédit Agricole, dans le cadre d'entités qui travaillent en toute confidentialité les unes avec les autres. Si je devais faire une analogie un peu triviale, je m'en excuse, c'est un peu comme si le directeur de la santé publique en France, au ministère de la Santé, apprenait qu'une maladie vénérienne circule. À la limite, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas les circonstances dans lesquelles vous avez et avec qui vous avez attrapé cette maladie vénérienne, c'est les caractéristiques de cette maladie vénérienne, vos pratiques et la localisation. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre, et sans jugement moral, de transmettre cette information aux gens qui sont soit dans la même région, soit qui ont les mêmes pratiques que vous. Et donc, de permettre par cette information préalable qu'ils se prémunissent. Et donc, il y aura toujours un patient zéro, quelqu'un qui sera infecté la première fois. Le fait d'avoir ces structures qu'on appelle des CERT, C-E-R-T, c'est un acronyme anglais qui veut dire Computer Emergency Response Team, donc
c'est des équipes de réponse à incidents, si on utilisait la traduction française. Leur rôle, c'est que par exemple, quand la banque A fait l'objet d'un piratage, les équipes de la banque A vont analyser le mode opératoire de l'attaquant et là se déplorer des pertes. L'intérêt de cette démarche, c'est qu'une fois qu'elle aura défini, caractérisé le mode opératoire, les logiciels infectés, tous ces éléments-là, elle va le transmettre à ses homologues de la banque B, C, D, E, etc. Pourquoi ? Parce qu'un pirate, quand j'ai dit tout à l'heure que c'était un entrepreneur comme les autres, il est vraisemblable que s'il a su pirater cet équipement qui était présent dans une banque, l'éditeur d'ailleurs même de ce logiciel qui a été installé dans la banque, en principe il est allé essayer de le commercialiser pour gagner sa vie, c'est bien normal, auprès d'autres banques. Donc si le pirate se dit tiens j'ai réussi à pirater ce logiciel qui est présent dans la banque A, je vais essayer maintenant de pirater la banque B, la banque C, etc. pour augmenter mes gains. Et donc, si la banque, premièrement attaquée, peut justement communiquer à ses pairs en toute discrétion, il ne s'agit pas de faire une conférence de presse et de faire des spots à la télévision, bien sûr, mais même si elles sont commercialement concurrentes, au nom de la sécurité de la collectivité, il y a intérêt à ce qu'elles communiquent entre elles. Et donc ça aussi, ce partage d'informations dans des cercles de confiance est également, et donc quand j'ai dit la banque, mais c'est vrai également dans le secteur de la pharmacie, dans le secteur des télécoms, c'est d'avoir des gens qui, au-delà de leur appartenance à une entreprise, à des intérêts commerciaux donc, vont échanger des informations purement techniques pour hausser le niveau de connaissance de la communauté. Et donc, si vous avez fait l'objet, par exemple, d'un cambriolage avec tel mode opératoire, si vous prévenez vos amis qui habitent la même rue ou qui ont le même équipement qui a été neutralisé par les attaquants, vous les renseignez et ça leur permet, eux, de proposer des solutions alternatives, de éventuellement surveiller plus précisément tel ou tel équipement, etc. Donc, un des moyens, et donc là, Symantec a été effectivement un des premiers détecteurs. Ce sera vraisemblablement pas eux la fois d'après. Et par contre, c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir cette communauté de techniciens qui, sur des stricts éléments techniques, vont échanger de manière à faire bénéficier la communauté, c'est-à-dire les gentils en quelque sorte, c'est-à-dire les administrations, les entreprises, ceux qui vont mettre à jour les équipements des particuliers, pour faire en sorte justement de hausser ce niveau un peu comme si voilà, vous savez qu'il va y avoir une inondation dans tel quartier, vous allez augmenter la hauteur des sacs de sable qui protègent les maisons. Merci beaucoup. Merci, M. Arpagian. Est-ce que j'ai des candidats à la question ? Donc, il faut venir ici. Voilà, ça vient du fond de la salle. Alors, j'en profite, M. Arpagian, pour vous rappeler que, si vous êtes d'accord, ce débat est entièrement filmé et sera ensuite diffusé sur notre blog. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Voilà, et on vous en remercie déjà d'avance. Approchez-vous. Voilà. Et regardez la caméra là-bas. Je regarde la caméra. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question parce que j'ai vu récemment que la France avait écarté de son appel d'offres les constructeurs chinois pour la 5G. Qu'en Europe, beaucoup de pays avaient fait la même chose, parce qu'ils supposaient quand même que les systèmes chinois étaient peut-être... avaient des backdoors pour faire de l'espionnage. Donc, je veux dire, est-ce qu'il y a une politique générale là-dessus ou pas, si vous voulez ? Alors, effectivement, la France n'a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction dans le cadre d'une réglementation, enfin dans le cadre d'une... après, il n'y a pas d'interdiction formelle, par exemple, comme les États-Unis ou d'autres pays anglo-saxons qui ont oui, le Canada, oui, par exemple. Effectivement, des interdictions, ou en tout cas, on fait des choix très sélectifs. Ce qui est certain, c'est que la question de la technologie exige de la compétence. Il s'avère que l'Europe, dans le domaine numérique, alors
il y a des industriels qui perdurent. Simplement, au-delà de ces éléments techniques, ce qui est indispensable, c'est de disposer de sa propre expertise de manière à pouvoir examiner les équipements. C'est-à-dire que le risque qu'il y aurait, dès lors que le marché s'est dessiné comme vous le décrivez, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'équipementier franco-français qui pourrait être reconnu comme étant totalement, en tout cas, sous le contrôle technique, direct, voire moral des autorités françaises. L'idée, c'est de dire, et on revient un peu à notre problématique précédente, qui va être de dire, il est indispensable de conserver, alors nationalement, régionalement, ça va dépendre après de la confiance des partenaires que l'on va réunir, de l'expertise pour pouvoir valider, éprouver la confiance que vous allez avoir dans des équipements. C'est-à-dire que vous ayez des personnels capables d'auditer les équipements que vous allez choisir, enfin que les États, les entreprises vont choisir, de manière à ne pas être en situation d'exploiter des équipements dont on ne maîtriserait pas toutes les fonctionnalités. Alors, ceci étant dit, c'est un travail continu. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez auditer comme équipement à un instant T, il est évident que, d'ailleurs vous le voyez avec votre propre ordinateur à la maison, il reçoit régulièrement, j'évoquais tout à l'heure les Patch Tuesday de Microsoft, il reçoit régulièrement des mises à jour. Et donc ça veut dire que cette vigilance et cette analyse technique, on ne peut pas la conduire uniquement initialement au moment de l'acquisition de l'outil, mais que par toutes les séquences de mise à jour, effectivement, il va falloir avoir cette expertise en continu. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si nous ne disposons pas d'équipements dont nous maîtrisons la production parce qu'elle est faite sur notre territoire ou avec des possibilités de contrôle qui nous conviennent, contrôle au moment de la production, il va être indispensable d'avoir une expertise pour assurer cette surveillance. Et ça, c'est aujourd'hui la solution qu'on est amené à déployer, c'est-à-dire c'est pas de renoncer à des équipements, c'est de voir comment on peut faire en sorte que ça puisse être des équipements utilisés avec le plus de confiance possible. Mais effectivement, si vous prenez historiquement les forces armées françaises, si on prend pour les domaines de souveraineté, effectivement, un pays comme la France était un pays qui avait l'expertise pour fabriquer des avions de chasse, pour fabriquer des navires de surface, pour fabriquer des armes, pour fabriquer des munitions, pour fabriquer des sous-marins, du transport de troupes, etc., etc. Après, il y a eu des choix stratégiques qui font que il y a des domaines où on va être moins présent, et donc il va falloir apprendre et c'est pour ça que c'est vraiment une histoire de formation et d'expertise, de manière à s'assurer la capacité d'auditer et de challenger, enfin de éventuellement contester tel ou tel type d'équipement. Et ça va être une des conditions importantes de la capacité à être un interlocuteur exigeant. Sinon, le risque, c'est que si vous perdez en compétences techniques, c'est en fait le seul critère de choix, ça va être le prix, c'est-à-dire que vous allez prendre le moins cher, c'est qu'on se met dans la main d'une direction des achats qui vous dira toujours, entre deux équipements, vous me prenez le moins cher. Et pour ne pas verser dans ce défaut-là, mon analyse, c'est de dire il faut que nous ayons de l'expertise pour pouvoir auditer en continu, de manière très au-delà de la phase d'acquisition, cet équipement et surtout tous les ajouts logiciels qui vont venir enrichir, compléter, agrémenter l'équipement au cours de sa vie et de ses usages. Oui, je comprends très bien votre position, mais je voulais dire que par exemple, récemment, on a découvert une faille de sécurité dans les puces Intel. Oui. Donc les failles de sécurité, c'est bien connu que c'est ça qu'utilisent tous les virus pour s'implanter. Hein. Découvrir une faille de sécurité dans une puce, il faut avoir les éléments pour pouvoir auditer la puce. Et oui. C'est protégé par des secrets commerciaux, donc on n'a pas totalement accès à ça.
Et pour faire des tests de l'aspect externe, ça peut durer des années, quoi, si vous voulez. Et oui. Vous avez raison. C'est pour ça que, alors effectivement, donc vous mentionnez, alors le problème en plus de ces équipements que vous citez, c'est que ce sont des équipements qui sont présents dans de très nombreux endroits depuis longtemps. Oui. Il y a à la fois l'antériorité et également la présence en profondeur. Donc, et c'est là où on revient sur la nécessité de mettre, on pense notamment à des outils de supervision, de manière à vous dire, parce que après, en fait, le constat que vous faites, c'est surtout l'affrontement de deux forces, c'est-à-dire un pragmatisme économique qui serait partisan de dire je veux la solution, et que ce soit que le client, enfin que le commanditaire soit un État ou une entreprise, on est dans la même démarche. Est-ce que je veux une solution peu chère, disponible immédiatement et facilement interopérable, ou est-ce que je dois considérer que, au regard de la spécificité de mon activité relative à la sécurité nationale, à des intérêts stratégiques, je dois éventuellement renoncer à tel ou tel équipement, telle ou telle solution. Une fois qu'on a fait cet arbitrage-là, la question qui va se poser, c'est quelles alternatives je suis capable de mettre en face. Parce qu'une fois que vous dites, je ne veux plus par exemple de ces puces Intel que vous mentionnez, pourquoi pas, ça peut être tout à fait une conclusion liée à sa fragilité. Il n'y a pas énormément de constructeurs. Côté puces, c'est soit Intel, soit AMD, soit alors des puces exotiques. Voilà. Vous avez tout à fait. Et je ne suis pas sûr, si vous voulez, que AMD n'ait pas aussi des failles de sécurité. Vous avez raison. Non, voilà. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc vous venez de pointer le problème, vous venez d'apporter la réponse. C'est-à-dire que donc, c'est pour ça que dès lors, on pourrait faire un choix de revenir à une situation totalement rustique. Oui, le papier et le crayon. Ces équipements-là, pourquoi pas. Ça pourrait être une option. Ça ne semble pas être celle qui est retenue par la majorité des gens. Deuxièmement, et c'est pour ça que la question va être, faute de pouvoir maîtriser cet outil, on va faire en sorte, et alors le problème c'est que là, ça demande de l'expertise, ça demande de revoir l'architecture des équipements, ça demande, enfin c'est une vraie remise à plat. Comment je peux faire pour superviser ces équipements de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte d'exfiltration, par exemple, d'informations ou d'altération du bon fonctionnement de la machine qui est irriguée par ces équipements. Donc, vous avez tout à fait pointé du doigt, et en fait, chacun, en fonction de ses alliances stratégiques, en fonction de ses capacités financières, en fonction des compromis qu'il est prêt à faire et des alliances qu'il est à même de faire, en fait, va chacun faire son arbitrage. Pourquoi ? Parce que il est évident que, et c'est là où on va distinguer des solutions qui quelquefois seront performantes, mais pas forcément de confiance. Et la question sera à ce moment-là de savoir contre qui vous voulez vous protéger. Est-ce que vous voulez vous protéger contre des cybercriminels, ou est-ce que vous voulez vous protéger contre des services appartenant à des États ? Il va falloir faire des arbitrages, et je pense qu'en fonction de cela, vous pourrez considérer que même si une technologie est étrangère, en tout cas non française, si vous estimiez que c'était la garantie d'une confiance que vous pourriez avoir, en fait, il va falloir se dire, j'ai peut-être des équipements, je ne vais pas passer par tel prestataire, ou je ne vais pas utiliser telle technologie. Et il y a une troisième dimension, donc l'identité du prestataire, le choix de la technologie, la confiance que vous avez dans celle-ci, dans la robustesse de celle-ci. Et le troisième point, c'est la question juridique, avec l'application d'un droit qui existe aux États-Unis par exemple, mais ça pourrait exister dans d'autres environnements, qui est la notion d'extraterritorialité. D'habitude, un droit s'applique à une population rassemblée sur un territoire, ce sont les composantes en principe de l'État dans notre appréciation traditionnelle. Il s'avère que manifestement des pays comme les États-Unis ont mis en place des processus extraterritoriaux qui vont faire que effectivement le droit s'applique en dehors, et donc c'est là encore des arbitrages, et c'est pour ça que ça ne peut pas être les choix technologiques ne peuvent pas être uniquement guidés par le prix de vente, en disant je prends le moins cher, parce que effectivement ça pourrait constituer des éléments de faiblesse qui
viennent relativiser le gain apparemment fait en payant immédiatement une solution financièrement moins chère. Bon, disons que si vous voulez que, comme ça a été présenté dans le film là, l'espionnage, tout le monde le fait, les États-Unis le font, les Chinois le font, tout le monde le fait. Mais du plus petit État au plus grand. Voilà, le risque, dirons-nous, est, je dirais pas limité, mais enfin il est acceptable plutôt. Hein. Par contre, le risque qu'il y a, le fait de dire on va faire tomber la bourse à New York ou à Tokyo, ça, je pense pas que les Chinois le feraient parce qu'ils ont des intérêts de tous les côtés. Donc c'est pas, enfin bon, je me trompe peut-être, je suis pas spécialiste si vous voulez, mais je considère pas ça comme un risque très très important. Ouais. Le risque que je redoute moi, si vous voulez, c'est que des terroristes puissent s'offrir les services de hackers qui travaillent à peu près pour n'importe qui et peut-être au plus offrant, ou qui à la limite pourraient être aussi endoctrinés. Et à ce moment-là, eux, ils ont aucune limite, si vous voulez. Ah, bien sûr. Alors, c'est même je dirais, le suicide technologique, si vous voulez. C'est vrai que c'est pour ça que, pour l'instant, alors le terme de cyberterrorisme a été mentionné, enfin a été évoqué. Pour l'instant, on n'a pas, on a vu des usages purement de propagande, d'agitprop, dans le cadre notamment d'effaçage, c'est-à-dire les modifications de pages d'accueil, de collectivités, en France, de collectivités locales, de villes, de syndicats. C'est facile à faire, c'est à la portée de n'importe quel informaticien, ça. Oui. Usage, c'est-à-dire, je contribue à la diffusion de la peur par l'automatisation de pages et de gens qui n'ont pas l'habitude forcément, je pense à les conseils départementaux, qui n'avaient pas forcément l'habitude d'être confrontés au terrorisme, et de voir que quand vous alliez sur le site de telle ou telle collectivité, vous aviez des appels au djihad qui effectivement pouvaient contribuer à diffuser un sentiment de peur. Pour l'instant, à ma connaissance, on a un cas qui date, alors ils ont été interpellés en 2013 et on l'a eu dans les pièces du dossier, c'est à New York en 2016, le temps de la procédure, de gens qui avaient les éléments techniques pour prendre le contrôle d'un barrage qui est en amont de la ville de New York. Voilà, ça on a donc l'utilisation de l'arme numérique pour conduire une opération visant à, là en l'occurrence, tuer des vies, créer de la perte humaine, la perte économique et environnementale. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas, mais, et vous avez raison, il n'y a pas de raison objective qui permettrait de dire que c'est un territoire qu'ils n'utiliseront pas. Dès lors que le but est de créer des dégâts, évidemment, oui, bien sûr. Donc pour l'instant, on n'a pas d'éléments vraiment documentés. Je vous dis, à part ce cas de 2013 aux États-Unis, avec vraiment l'utilisation d'une arme numérique à des fins de terrorisme, parce que c'était des sympathisants de la cause djihadiste en l'espèce, pardon. Deuxièmement, on a des cas où manifestement, mais comme c'était déjà le cas avec des trafics de voitures volées, des trafics de cannabis, pour financer des cellules ou des petites activités un peu crapuleuses. Donc là, il y a effectivement quelques cas, mais c'est purement accessoire par rapport à l'activité qu'ils pourraient avoir. Par contre, et c'est là où une des réponses des États, démocratiques ou pas, mais des collectivités, c'est d'évoquer la posture de résilience que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'attaquer à la bourse, c'est de faire un système de pare-feu, un système de déconnexion, de manière à neutraliser l'effet d'une telle attaque en suspendant le principe de cotation, en le figeant et en faisant en sorte de ne revenir avec des équipements sains ou en tout cas validés à une situation normale. On avait exactement le même cas au moment du World Trade Center. Dans le World Trade Center le 11 septembre, les agents de change, enfin les sociétés de bourse qui étaient présentes dans le World Trade Center avaient prévu des salles de marché de secours dans le New Jersey qui étaient censées prendre le relais. Bon, le problème c'est que les ponts de Brooklyn ont été fermés, donc les gens n'ont pas pu aller jusqu'aux salles de marché de secours. Mais on était dans cette même démarche de résilience. Là encore, il est tout à fait, si on devait faire une espèce de syllogisme, oui, c'est un symbole économique, oui, ça cause des dégâts à des pays ou à des collectivités en cas de dysfonctionnement, donc les
terroristes sont forcément intéressés par ce genre de cible. Il n'y a pas de raison, alors surtout à l'époque où Daesh, notamment avec le fruit et ses raquettes et les opérations de pétrole, etc., disposait de ressources financières, ils auraient pu effectivement, ils disposaient de ressources suffisantes pour faire appel à ce qu'on peut qualifier de mercenaires numériques. Voilà, ça n'a pas été documenté, de tentatives n'ont pas été, à ma connaissance, en tout cas documentées vraiment de manière consistante à ce jour, mais il n'y a pas de raison objective que ce ne soit pas tenté un jour. Effectivement, c'est tout à fait envisageable. C'est pour ça que la seule posture aujourd'hui, c'est garder à l'esprit que le pirate, alors que ce soit un criminel ou une organisation terroriste, a toujours l'avantage il a l'avantage de l'initiative. C'est lui qui choisit la cible, il choisit le mode opératoire et il choisit le tempo, l'agenda. Donc c'est pour ça que la posture de résilience que j'évoquais tout à l'heure semble être celle qui a la préférence pour dire il y a des attaques que je ne pourrais pas empêcher, donc je vais faire en sorte d'en réduire l'effet et de revenir à une situation normale dans les meilleurs délais. D'accord, mais il y a une autre chose aussi, c'est que quand on voit maintenant ce qui est développé dans le comme système informatique connecté, il y en a, ce sont des vrais passoires. Je veux dire, il n'y a aucune protection. C'est pas il y en a, c'est que oui, là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce sont des équipements qui ne sont pas nativement, et on le voit notamment avec des objets connectés qui vont de la caméra que vous mettez à l'arrière de votre jardin, ou à la station météo qui est connectée, etc. Oui, effectivement, et c'est là où... alors aujourd'hui, la réglementation européenne, alors vous allez me dire, c'est pas très glorieux parce que ce n'est que par la réglementation que ça avance, et donc la sanction, en quelque sorte, effectivement, est en train, là, la Commission européenne est en train d'arriver à un corpus de réglementation pour imposer aux équipementiers de ne pas pouvoir mettre sur le marché des équipements qui ne soient pas nativement, ou en tout cas qui ne comportent pas un dispositif de sécurité. Tout à fait. Mais c'est tardif, et vous sentez bien qu'en fait le problème de l'équipementier, c'est qu'il avait tendance à dire vous êtes gentil, mais pour moi c'est pas un argument de vente. C'est-à-dire que je ne vendrai pas plus cher ma petite caméra que connectée. En plus, très bien, mais ce que veulent les gens, c'est ce qu'on appelle en anglais du plug and play, c'est-à-dire ils veulent le brancher et que ça marche. Donc on a une attaque de très grande ampleur qui s'appelle Mirai, M-I-R-A-I, Mirai qui a en fait s'est appuyé pour bloquer des sites internet d'entreprises en utilisant des caméras, en s'appuyant justement sur les puissances de calcul, enfin la faiblesse d'objets connectés qui étaient pour la plupart des objets connectés du grand public. Et c'est vrai que l'ensemble cumulé de ces objets connectés ont représenté une puissance de calcul qui a permis de créer des dégâts économiques liés à cette interconnexion d'éléments d'objets connectés non protégés. Bon, une dernière petite question, là c'est un peu personnel. Comment se fait-il que les box Orange on ne puisse pas modifier l'admin, le nom de l'admin? Alors après ça c'est un choix, effectivement il y a des éléments techniques. De toute façon la sécurité c'est un travail en continu, c'est-à-dire qu'avant vous aviez le mot de passe de 4 chiffres était considéré comme déjà un verrou robuste, qui au fur et à mesure on est passé à des éléments complexes. C'est vrai que l'idée c'est effectivement d'améliorer en continu. C'est pour ça que je dis c'est un apprentissage permanent, de manière à faire en sorte que l'exposition au risque se réduise, et surtout qu'on a affaire à des pirates qui sont, et on le voit même dans le recrutement quand on cherche des collaborateurs, dans une logique de créativité qui sont vraiment très importantes. Donc effectivement le message est bien compris, c'est un sujet d'amélioration continue. Ah si, j'ai une petite question là. Bon, la dernière. Les pirates viennent souvent de l'étranger. Moi, j'ai eu des attaques chez moi sur un port FTP. J'en avais une dizaine par jour. J'ai recherché les origines avec les adresses IP. Les 3 quarts étaient de l'étranger. Par contre, j'en ai trouvé qui venaient de France, hébergés par exemple chez OVH. Là, on peut les atteindre. Je veux dire, c'est... Ah, absolument. Alors là, absolument. Alors j'imagine que vous êtes en zone genre. Alors après il y a 2 choses pour parler de l'étranger. C'est vrai que le pirate, dans la géopolitique du numérique, il s'avère que les États sont très chatouilleux sur conserver leur souveraineté.
Il y a plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils apprécient peu de partager cet élément-là avec d'autres. Et puis, il faut quand même reconnaître que la plupart des États apprécient aussi de conserver une certaine latitude à mener des actions offensives et donc ne tiennent pas trop à ce qu'il y ait une consolidation de la surveillance globale en disant, enfin, à l'échelle internationale. Donc, c'est un peu cette schizophrénie. Dans les faits, ça veut dire que, vous voyez, par exemple, à l'échelle européenne, il n'y a pas de FBI européen. Le FBI est compétent sur l'ensemble du territoire des États-Unis d'Amérique, avec la même langue, le même droit, et en plus, les États-Unis ont par exemple considéré que quand vous aviez des sites en .com, c'était également le territoire américain. Donc ils ont un avantage. Il est évident qu'aujourd'hui, si par exemple vous aviez trouvé des éléments venant même d'un pays européen, de la famille européenne, effectivement, et si vous alliez voir la brigade de gendarmerie, elle convainc un magistrat, il serait dépendant de la coopération policière, ou gendarmique en l'espèce, franco-germanique. Et donc vous voyez bien que vous rentrez dans un formalisme de langue, un formalisme de procédure, alors même si ça s'améliore, ça rend plus fluide, mais en fait le pirate a intérêt, dans les intérêts de sa propre protection, à mettre des frontières entre lui et vous. Parce que, effectivement, rien que, imaginons que vous soyez décidé à porter plainte, la procédure et la complexité de la procédure lui font gagner du temps et en général, il ne va pas rester d'ailleurs durablement chez le prestataire en question, donc ça le protège ou en tout cas ça réduit les risques d'aboutissement des poursuites. Donc oui, l'international, c'est la base. Pourquoi ? Parce que il devient plus rare. Alors, à partir du moment où on a des attaques qui émanent du territoire national, c'est souvent le cas aussi d'entreprises ou d'organisations qui ont été mal protégées et le pirate utilise la puissance de calcul des machines, notamment pour saturer, pour envoyer des mails, pour éventuellement héberger des contenus illicites qui peuvent être soit des contenus alors pornographiques ou éventuellement quelqu'un qui fait commerce de films dont il détient pas les droits mais qu'il cherche à échanger ou à commercialiser. C'est un peu comme si dans votre ville, vous connaîtriez un entrepôt qui est désaffecté. Alors, il appartient bien à quelqu'un, mais vous allez utiliser quelques rayonnages de cet entrepôt pour mettre les produits que vous revendez à la sauvette. Effectivement, le propriétaire, il est responsable parce que manifestement, c'est quand même logé, vous êtes logé chez lui, mais il dit, moi, je ne peux pas surveiller tous mes rayonnages de tous mes entrepôts, surtout quand je ne les utilise pas, ceux-là, il s'avère que je ne les utilise pas. Donc, c'est là où, dès lors que vous avez ces éléments techniques que vous évoquez, ça vaut le coup, en tout cas pour cela, d'aller les signaler alors soit dans le cas d'un dépôt de plainte, soit dans le cas d'OVH, ou des entreprises. Dans le cas d'Orange, il y a une cellule qui s'appelle Abuse et qui permet de signaler ce type de choses de manière à dire effectivement, là j'ai un problème avec des adresses qui viennent de chez vous, est-ce que c'est normal ou pas, de manière à y répondre. Mais vous voyez bien que au final, c'est souvent d'une part à l'insu des personnes ou des entités que vous avez qui sont identifiées comme étant à l'origine de l'attaque, et puis à la limite c'est le plus opérable, le plus facile à traiter dès lors que vous êtes sur le même territoire avec des gens dont vous parlez la langue, qui ont un service et qui surtout sont de bonne foi. C'est-à-dire que les hébergeurs que vous citez, son métier, son ambition, c'est certainement pas d'héberger des activités illicites. Il s'avère qu'il en a d'autres. Il y en a parmi effectivement ses clients ou en tout cas ses infrastructures, mais en général ils sont plutôt de bonne foi pour chercher à les résorber. C'est la partie à la limite la plus confortable pour obtenir gain de cause. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci M. Arpagian pour toutes ces précisions. Alors, est-ce que j'ai encore des questions qui viendraient de la salle ? Et si oui, je vous invite à venir me rejoindre ici. Sinon, on va continuer à vous poser quelques questions. Gérard, peut-être ? Oui. Ah bien, Gérard. Si la salle le permet, et si vous, Monsieur Arpagian, vous l'acceptez, nous pourrions sortir un petit peu de la cyberguerre
et dériver un petit peu vers vos autres compétences qui sont nombreuses, notamment sur la cybersécurité et la cybercommunication. Qu'en pensez-vous ? Alors, en fait, le distinguo que vous faites entre la cyberguerre et la cybersécurité, c'est la guerre dans l'acception historique. Effectivement, ça implique, j'évoquais tout à l'heure le droit des conflits armés. Alors évidemment, depuis que l'homme se fait la guerre, il a au fur et à mesure codifié cette règle-là, et ça avait en général la particularité, alors évidemment, d'impliquer des populations civiles en tant que victimes, hélas, mais surtout d'être l'affaire des États. Et l'idée étant surtout qu'un certain nombre le grand public pouvait estimer que cet affrontement de puissances interétatiques, avec des capacités de services de renseignement, de gouvernement, de forces armées, en fait, oui, ça a toujours existé, mais que en tant que commerçant, en tant qu'entrepreneur, en tant que fonctionnaire, on pouvait estimer qu'il n'en était au pire que on était au pire les victimes, mais sinon que les spectateurs de cet affrontement. La particularité, c'est qu'il y a eu un glissement de la cyberguerre vers, au fur et à mesure que les sociétés, là je parle des sociétés avec un grand S, se numérisent, en fait ça a augmenté leur exposition et leur contribution au risque. En clair, effectivement, on pouvait déstabiliser un État et donc être dans une logique de guerre, tout en visant les infrastructures privées, les infrastructures du grand public. Et donc, obligeant également ceux-ci à être concernés au fur et à mesure qu'ils intensifient leur consommation numérique, leur exposition numérique. Et c'est là où il y a peut-être un reproche à faire à la collectivité, c'est que c'est un peu comme si, vous voyez, quand vous avez un téléphone, un smartphone aujourd'hui qui est connecté en 4G, un ordinateur connecté à la fibre, c'est un peu comme si vous conduisiez une voiture de course, c'est-à-dire que c'est un outil qui est très performant pour naviguer, télécharger, qui va vous permettre de faire beaucoup d'actes de la vie quotidienne et de la vie financière, éventuellement télécharger vos relevés d'analyse médicale si votre laboratoire maintenant vous permet de les télécharger, de faire éventuellement vos déclarations d'impôts, de faire tout ça à partir de cet équipement qu'on a mis entre vos mains, mais sans forcément vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce que pouvait représenter ce risque-là. Ce risque contre éventuellement des organisations crapuleuses qui pourraient être intéressées par capter une matière qui est la donnée. Alors cette donnée, ça va être quelquefois des données personnelles qui vont permettre, alors la définition désormais dans le règlement européen rentré en vigueur au mois de mai dernier, c'est des informations qui permettent d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable. Pourquoi est-ce qu'il y a ce distinguo ? Parce que avant, par exemple, les données personnelles, c'était essentiellement les noms, prénoms, des éléments d'état civil. Aujourd'hui, une photo de quelqu'un, alors a fortiori si c'est quelqu'un de la jeune génération, c'est-à-dire des gens qui non seulement se prennent beaucoup en photo, mais publient beaucoup cette photo et la rendant accessible au plus grand nombre, si vous avez une photo de quelqu'un, vous pouvez, avec un peu de chance, un peu de tâtonnement, mais en tout cas c'est possible, de retrouver l'identité de cette personne uniquement avec une photo. Alors qu'avant, si vous étiez, vous savez, dans ces fameuses brocantes ou ces foires où à un moment vous avez des vendeurs de vieilles cartes postales ou de vieilles photos en vrac, en fait on considère que oui, ce sont bien les photos de quelqu'un, mais comme on n'est absolument pas capable de mettre un nom, on considère que ça devient presque un élément de déco et que c'est plus tellement une vraie personne qui est sur cette photo. Alors que dans le monde numérique, si vous avez plusieurs photos de quelqu'un, même presque à différents âges, ou en tout cas avec différentes coupes de cheveux, ou bronzés ou pas bronzés, etc., effectivement, des outils logiciels permettent de retrouver dans la masse des informations publiées des individus. Donc on voit bien que la notion de discrétion, la notion de confidentialité peut être relativisée par la disponibilité de ces outils.
La deuxième chose, c'est que vous aviez avant des équipements, on parlait tout à l'heure d'interception, on parlait éventuellement de géolocalisation, des équipements qui avant étaient l'apanage de services de police, de services de renseignement. Aujourd'hui, vous avez des applications qui sont quasiment gratuites, qui permettent, alors évidemment leur usage est tout à fait illicite, illicite dès lors que vous ne prévenez pas le titulaire du téléphone, du smartphone que vous allez espionner. Alors c'est pour ça qu'en général, l'habillage commercial est pour des services sur les enfants mineurs ou les personnes atteintes de maladies dégénératives, Alzheimer, en disant voilà, si la personne se mettait à fuguer, je pourrais la retrouver grâce à la géolocalisation à distance de son téléphone. Bon, même si ce sont dans le cas de la protection des enfants et dans le cas de la protection des majeurs incapables, c'est le qualificatif qu'on utilise, évidemment vous vous doutez bien qu'un certain nombre de gens l'utilisent à d'autres finalités et sans évidemment prévenir la personne qu'elles espionnent. Et donc on se retrouve avec alors je ne dirais pas une démocratisation, mais une consumérisation de ces outils qui deviennent très accessibles techniquement. En clair, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'informatique pour les manier, et également accessibles financièrement, où il n'y a pas besoin d'être doté de ressources financières conséquentes pour pouvoir y accéder. Donc, en fait, on va descendre le niveau d'accessibilité de cette cyber-insécurité. Et donc, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas eu, alors vous y contribuez ce soir, mais il n'y a pas eu d'éducation. Un peu comme si, voilà, on vous mettait au volant d'une voiture de sport, sans vous expliquer ni le code de la route, ni les règles de sécurité, et que c'est l'outil et dans ses fonctionnalités immédiates d'utilisation qui a été favorisé plutôt que les excès, les aléas des usages malveillants de ces outils-là. Donc c'est vrai qu'on gagnerait et on gagnera à accompagner, alors évidemment avec les plus jeunes, mais pas uniquement, les usages de manière à limiter les mauvaises surprises et surtout les actions qui pourraient par la suite être regrettées quant à mettre à disposition des informations ou par exemple systématiquement activer les outils de géolocalisation de votre téléphone. Est-ce vraiment nécessaire? Bon, ça, en plus ça vous consomme de la batterie, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire qu'il y ait un suivi exhaustif de l'ensemble de vos déplacements dans une base de données? Est-ce que vous trouvez que c'est bénéfique, ça vous est utile, oui ou non, et c'est à vous à ce moment-là de l'apprécier. Mais ne craignez-vous pas que petit à petit notre société dérive vers une société de sécurité totale, comme vous le définissez? Oui, moi j'avais écrit un livre qui s'appelait Liberté, Égalité, 3 petits points, Sécurité. Donc c'était je me souviens de discussions avec l'éditeur qui est un éminent éditeur de droit qui s'appelle Dalloz. Et l'éditeur avait une grande interrogation sur le fait je malmenais avec ce titre la devise républicaine. Et je lui dis oui, mais effectivement, c'est vrai, je le regrette, mais c'est que effectivement, vous avez des outils. Avant, vous aviez souvent cette phrase, vous savez, on disait on peut pas mettre un policier derrière tout le monde. Alors le policier n'étant pas forcément problématique, mais ce que doit garder à l'esprit les utilisateurs, les citoyens, mais également les décideurs politique ou économique, c'est pas forcément de dire tout le monde doit être un technicien maîtrisant parfaitement tous les outils techniques, ça n'arrivera pas, donc il ne faut pas avoir ça comme obsession. Par contre, il est important que chacun ait conscience de ce que la technologie rend possible. Avant, si vous preniez la bibliothèque de votre ville et que si je vous disais, pouvez-vous me dire le nombre de fois dans l'ensemble des livres qui sont présents, combien il y a de fois le mot cependant, vous seriez un peu effrayé par la tâche pour repérer et compter ces mots en disant, je sais pas, il faudrait que je mette des mois, des semaines, à plusieurs pour y arriver. Aujourd'hui, si cette bibliothèque était numérisée, ça prend même pas à peine une seconde pour faire cette sélection. Lorsque l'on a accès à des bases de données, comme ça a été le cas lorsque un grand réseau social professionnel, LinkedIn pour ne pas le citer, a été piraté, vous voyez que vous avez des masses d'informations qui sont nombreuses,
qui sont profondes, c'est-à-dire que vous descendez, vous avez les noms, prénoms, date de naissance, les photos, les études, les relations sociales, etc., une partie de la correspondance, donc vous descendez dans une profondeur d'information, et en plus elles sont récentes parce que le piratage vient de survenir et donc vous avez ces données. Avant, humainement, même dans des sociétés très totalitaires, il fallait vraiment, et c'était très consommateur, cela aurait été très consommateur de forces de sécurité, de moyens de supervision. Il faudrait vraiment passer à une surveillance de très haute intensité pour avoir cette même granularité de surveillance. Aujourd'hui, oui, bien sûr, le numérique permet. C'est pour ça que plus nous avons des utilisateurs exigeants, à l'esprit critique, pour éventuellement voter avec leurs doigts, avec leurs pouces, pour renoncer à tel ou tel équipement, à telle ou telle application, à tel ou tel service, qui ne serait pas, et ça c'est d'ailleurs dans la loi de 1978 qui établit la protection, la loi informatique et liberté, il y a toujours cette notion de proportionnalité. Il faut que l'empiètement sur la vie privée soit proportionné au service qui vous est rendu. Et c'est pour ça d'avoir cette réflexion sur, en clair, est-ce que le service que j'en ai, est-ce que ça en vaut la peine que d'être géolocalisé en permanence, d'avoir une vision exhaustive de mes messages, d'avoir l'historique des vidéos que j'ai visionnées, d'avoir l'historique de mes achats sur Internet. Pour vous donner un exemple, alors d'une finalité qui peut paraître tout à fait bienveillante, mais pour vous montrer la finalité, Amazon aux États-Unis dispose d'un service de prêt bancaire, notamment pour les indépendants, les petits commerçants qui utilisent Amazon comme place de marché, c'est-à-dire pour vendre leurs produits. D'habitude, si vous voulez souscrire un prêt bancaire, si ça ne vous est jamais arrivé, vous allez voir votre banquier, et votre banquier va vous demander d'avoir des garanties, va vous demander l'historique de vos transactions et les perspectives de votre chiffre d'affaires. Et va éventuellement donc vous demander des cautions, etc. Amazon dit, moi, je vais prêter de l'argent aux petits commerçants et aux indépendants qui vendent des produits chez moi. Je vais leur prêter de l'argent, s'ils me demandent, j'ai un service de crédit. Par contre, j'ai aucune garantie à demander. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé de votre CV, vos 3 ans de registre du commerce, de comptabilité. Non. En fait, ma connaissance de votre navigation et de l'usage que vous avez fait de la plateforme au cours des derniers mois me permet, alors évidemment avec tous les biais et certainement les particularités des critères mis en place par Amazon pour le faire, d'établir les conditions dans lesquelles je vais vous prêter de l'argent. Et donc, vous n'avez pas besoin de m'apporter des pièces justificatives, des dossiers, des CV, etc. Enfin, tous ces éléments qui éclairent le passé et ne sont pas très évocateurs de ce que sera le développement de votre activité commerciale. Par contre, moi, Amazon dit, moi, mon expertise de la valorisation de la donnée, de votre comportement de commerçant dans mes structures, dans mes pages Amazon, moi, ça me suffit pour établir du prédictif et donc de prendre l'engagement suprême, enfin l'engagement en tout cas très concret, qui est de vous prêter de l'argent et à des conditions qui seront déterminées par votre navigation et votre usage passé de la plateforme. Bon, on voit bien que voilà, ce qui peut sembler un usage totalement anodin, effectivement va ouvrir des services supplémentaires et souvent, et c'est là où ça pose la question de l'économie de la gratuité. Et il faut s'interroger sur cette économie de la gratuité. Est-ce que ce que j'obtiens gratuitement, est-ce que cela me satisfait? Est-ce que je ne perds pas plus que je gagne au fait de ne pas payer? Sachant évidemment qu'à un moment dans cette économie de la gratuité, vous voyez, vous ne pouvez pas aller dans votre boulangerie et dire à votre boulanger ou votre boulangère, écoutez, je suis venu, j'ai été dans votre boulangerie, ça suffit pour ma présence, le temps que j'ai passé, 10 minutes, ça suffit ça vaut le prix de la baguette, donc je repars avec et vous me l'offrez gratuitement. Vous voyez bien que le commerçant vous dirait au bout d'un moment, non, moi, c'est pas parce que vous avez été, j'avais beaucoup de monde dans ma boutique,
le visiteur ne fait pas le client. Et donc on voit bien qu'il y a un moment où dans cette économie de la gratuité, il y a forcément une attente davantage de captation que pour l'individu que nous sommes. Donc cette économie de l'attention, effectivement, il faut qu'elle soit comprise des utilisateurs et ne pas de se dire qu'on vivrait dans un monde totalement éthéré, d'une formidable générosité où tout serait accessible gratuitement. Le fait de comprendre le modèle économique de son prestataire, des services qu'on utilise, est toujours salutaire. Parce que comme ça vous permet de savoir si ce que vous concédez, parce que vous concédez forcément quelque chose, est proportionné et donc vaut la peine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Oui. J'ai pas entendu. Quand c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Ah oui. C'est souvent nous. Oui, quand c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est l'économie. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette culture de comprendre comment c'est financé, parce que effectivement le risque c'est de pouvoir de ne pas mettre une vraie valeur sur ce que vous avez concédé. Et donc de toujours éventuellement le regretter. L'avantage d'un prix, c'est qu'au moins c'est une donnée chiffrée que vous pouvez contester ou vous pouvez éventuellement apprécier plus lisiblement. Et surtout, vous avez forcément davantage de droits quand vous êtes client parce que vous avez payé votre produit, payé votre service. C'est une vraie réflexion sur qu'est-ce qui mérite d'être offert gratuitement et la valeur que l'on veut accorder à la vie privée. Juste pour la plaisanterie, les mêmes représentants de la Silicon Valley qui peuvent vous expliquer que la vie privée est un principe caduc, ringard, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a quand même acheté les 6 maisons autour de la sienne pour avoir la paix et ne pas être embêté par ses voisins. Donc manifestement, la sérénité de la vie privée au quotidien est quelque chose qu'il a quand même totalement à l'esprit. Et qui n'est pas caduque manifestement quand ça concerne son existence et celle de sa famille. Quels sont les pièges qu'on peut éviter pour une meilleure sécurité? Alors il a parlé de la géolocalisation, mais est-ce qu'il y a autre chose comme piège dans lequel on pourrait tomber? Et quels sont les pièges dans lesquels on pourrait tomber? Comme la géolocalisation ou... Alors, après, en fait, le risque que vous avez, c'est le profilage. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de cela, un assureur italien avait pris l'initiative, il avait été à ma connaissance un des premiers en Europe, alors évidemment c'est moins à la mode maintenant, mais d'offrir à ses clients un GPS. Alors c'était un accessoire à l'époque un peu moderne, c'était sympathique et ça vous évitait d'en acheter. Simplement, évidemment, quand une entreprise vous offre un GPS, effectivement, il y a ainsi l'argument pour justifier cet équipement était de dire je vais faire un contrat, alors qu'on appelle en anglais pay as you drive, c'est-à-dire de dire vous avez beaucoup de gens qui éventuellement ont une voiture, bien sûr, et simplement ne vont rouler, imaginons qu'ils prennent les transports en commun pour aller travailler le matin, partent 3-4 semaines en vacances dans l'année, font quelques week-ends, mais au final, effectivement, leur voiture ne l'utilise que quelques jours, semaines par an. Et cet assureur s'était proposé de dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, c'est idiot, parce que vous payez l'assurance sur 52 semaines. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous offrir un GPS, ce qui fait que je saurai, on verra combien de jours vous roulez par an, et puis moi, je vais proportionner ma police d'assurance, le prix que vous avez à payer chaque année, vous allez payer à l'utilisation, et pas une somme annuelle. Donc c'était sympathique comme proposition. Il est évident que à partir du moment où votre véhicule est équipé d'un GPS, effectivement, l'assureur dispose d'une vision exhaustive de votre conduite. Alors évidemment, il sait si vous vous arrêtez quand vous, du sud de la France, vous allez éventuellement à Paris. Est-ce que vous vous arrêtez bien toutes les 2 heures? Comme il vous suit, il sait sur quel type de route vous êtes. Donc, il sait si vous respectez les 80 ou 90 km/h ou les 130. Et en fait, il va disposer d'une cartographie. Alors évidemment, tant que vous n'avez pas d'accident, il ne vous dira rien. Et d'ailleurs, ce sera totalement anodin et ce sera neutre pour vous. Évidemment, le jour où vous avez un accident, il pourra vous ressortir votre historique
de conduite en vous disant cher monsieur, chère madame, c'est normal que vous ayez eu un accident parce que depuis 3 ans que vous conduisez chez Mauch avec notre équipement, je peux vous dire que en général les départementales vous êtes 15 km/h au-dessus, que vous ne faites jamais de pause quand vous vous arrêtez, etc. etc. Donc le cadeau initial peut se retourner comme étant. Donc c'est pour ça que la notion d'exhaustivité, de la surveillance ou du contrôle, effectivement, peut être un sujet de mise en cause, ou en tout cas d'altération de la relation d'équilibre que vous pouvez avoir avec vos interlocuteurs. Alors après, il ne faut pas vivre dans une paranoïa tétanisante, mais il faut quand même se poser la question de se dire qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que c'est proportionné, et quels pourraient être les usages effectivement mal intentionnés de cette technologie. Pour vous donner un exemple, on avait le cas d'un bracelet, vous savez, ces bracelets connectés qui permettent de vous faire de suivre votre rythme cardiaque. Bon, il s'avère que les assureurs, un certain nombre d'assureurs aussi, ou même ont proposé cet équipement qui est connecté, puisque l'idée c'est que on compare vos résultats, on peut vous mettre par rapport à une tranche d'âge, par rapport à des gens qui habitent la même zone que vous, etc., etc. Bon, il s'avère que ce bracelet connecté, si vous le portez dans les différentes séquences de votre vie, par exemple, il n'y a aucun doute sur la signature, enfin la forme que prend la courbe cardiaque au moment où vous pratiquez un acte sexuel. Bon, pourquoi pas? La seule chose, c'est que vous voyez bien que indirectement, il existera une base de données de vos rencontres sentimentales, amoureuses, ou en tout cas sexuelles. Ça veut dire que si par exemple ce prestataire, ou si vous aviez eu le bon goût de l'acheter avec votre conjoint, même il serait même capable d'avoir une recension de votre éventuelle infidélité. Pourquoi? Parce que il verrait bien qu'il y a une courbe qui ne correspond pas à celle de l'autre, et qu'elle ne se correspond ni en date ni en lieu, et que manifestement il y a une dissonance à cet espace-là. Alors, tout cela peut être pris à la galéjade, à la plaisanterie. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce bracelet connecté qui est censé vous rassurer sur votre état de santé peut aussi servir à cela. Alors, c'est évidemment anecdotique et c'est juste pour illustrer le propos, mais on voit bien que la capacité de collecte d'informations peut revêtir des illustrations et donc des finalités bien différentes. Très bien. Peut-être une question encore avant de conclure. Une dernière question avant de vous libérer. Non, on a notre petite non, il y a encore des... On a notre intervention habituelle. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, je vous en parlerai tout à l'heure. J'abandonne complètement l'aspect cyber pour glisser sur votre compétence au niveau de la sécurité. Vous avez écrit en 2010 que les effectifs de sécurité privée dépasseraient en 2014 les effectifs cumulés de la police et de la gendarmerie nationale. Est-ce que effectivement en 2014 ceci s'est avéré exact et a été dépassé ou ça? Oui, alors vous faites référence à un livre que j'ai écrit qui s'appelle « L'État, la peur et le citoyen ». Exactement, oui. Voilà, l'idée dans ce livre, c'était un constat. En fait, je faisais un pronostic. Alors, ce pronostic, il a été vérifié, mais avec à quelques mois de décalage. Donc, ça, c'est le croisement des courbes s'est fait quelques mois plus tard, pas en 2014, mais quelques mois plus tard. En fait, c'était un constat que la France, un pays alors jacobin, centralisé comme la France, pour la première fois de son histoire, allait être confronté à un contexte où les forces de sécurité publiques allaient être effectivement inférieures aux forces de sécurité privées. Ce qui n'est pas mal en soi, enfin c'est juste des circonstances auxquelles on n'avait pas été confronté. Voilà, donc c'était juste montrer ça. Et donc le problème, c'est que là où avant vous aviez une mission, tradition de service public avec un non-sujet, c'est un peu, j'imagine que c'est le cas également chez vous, quand vous aviez un nid de guêpe dans un arbre, vous appeliez les pompiers. Aujourd'hui,
en principe, si vous appelez les pompiers pour un nid de guêpe, ils vont vous dire bon courage, mais maintenant vous êtes obligé de passer par un prestataire et les pompiers, en principe, ne vont plus chercher les nids de guêpe. Donc, on a basculé d'un système ancien, historique, traditionnel, qui était effectivement les missions de service public faites par brigade de gendarmerie, commissariat de police, etc. La seule chose, c'est que au nom de l'économie, au nom de la gestion publique, au nom d'eux, effectivement, il y a eu un contexte alors de modification, certains diront de dégradation, évidemment, avec des transferts. Alors en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs marches dans le dispositif. C'est-à-dire que la première marche, c'est vous avez conservé votre brigade de gendarmerie et votre commissariat de police. La marche en dessous, c'est de dire vous n'avez plus, ou en tout cas pas à proximité l'un et l'autre. Et la municipalité qui dispose de quelques ressources va dire moi je vais faire une police municipale. Alors très bien. Ensuite, en général, l'étape d'après, c'est la marche en dessous, c'est j'ai pas de moyen d'avoir une police municipale, ou en tout cas pas conséquente en nombre et pas en permanence. Donc je vais mettre des caméras de surveillance, et pour ceux qui n'ont ni les moyens, il peut y avoir éventuellement des recours à des sociétés privées qui a priori ne seront présentes que s'il y a suffisamment de clients et que ces clients sont suffisamment solvables. Et ensuite, effectivement, la dégradation, l'étape de base, en quelque sorte, qui va être, il n'y a ni police ou gendarmerie, il n'y a pas de police municipale, et donc on va faire le choix de faire, alors ça s'appelle les voisins vigilants, ça s'appelle des accords. Et c'est vrai que c'est une vraie confrontation de changement de société par rapport à un territoire qui n'a pas été, qui historiquement était structuré par des services publics et qui effectivement transfère de plus en plus aux individus, aux particuliers, et en tout cas à des cellules de plus en plus locales, la responsabilité. Alors, il s'avère que c'était ce constat, et comme vous l'avez très aimablement dit, il s'avère que mon domaine d'étude est davantage le monde numérique, mais au regard de cette analyse que je faisais, je me disais, ça va façonner, et c'était ma conviction. Alors, c'est pas ma grande spécialité, j'ai juste écrit un livre là-dessus, mais c'était vraiment de m'interroger sur comment on façonne ou on modèle la société par rapport, pour des contingences économiques, il faut quand même le dire dans la majorité des cas, sur quelque chose qui est extrêmement tangible, qui est la sécurité. Sachant que la sécurité du quotidien, c'est avant tout un sentiment. Le sentiment qui va être lié au parcours de chacun, à votre état de santé, à votre apparence physique. Il est évident que si vous êtes un athlète d'1m95 et 230 kg, vous n'avez pas le même sentiment de sécurité que quelqu'un de 75 ans qui pèse 42 kg et qui fait 1m30. C'est la nature est ainsi. Donc c'est vrai qu'en plus les appréciations selon les individus vont être très différentes en fonction des endroits, de la même manière que la pose d'une caméra de surveillance sera mal vécue par telle personne qui trouvera que c'est un élément de flicage, dit-on, et au contraire telle autre qui appréciera que si il glisse ou si elle se faisait agresser, elle apprécierait cette personne apprécierait d'avoir au contraire des images ou quelqu'un capable de venir lui porter assistance. Et donc c'était une vraie réflexion. C'est une réflexion sur un sujet qui me semble un vrai sujet de société, et on revient sur la place de l'économie, c'est-à-dire comment on arrive à mettre en adéquation des valeurs ou des éléments qui sont un peu immatériels, comme ce sentiment de sécurité, et puis l'économie avec le financement. Et donc en fait on revient, c'est un peu le parallèle avec notre histoire de données personnelles ou de concessions faites à la vie privée, quelque chose qui peut paraître intangible, qui peut paraître totalement dématérialisé, et puis à un moment de se dire, tiens, est-ce que c'est pas plus mal si je payais pour avoir telle information, si j'avais, de reconsidérer des modèles économiques, quitte à être un client et un consommateur exigeant, mais au moins de restaurer une relation où on peut davantage être à même de poser ses conditions parce qu'on est client et pas uniquement bénéficiaire
d'une prestation qui est démembrée par la puissance du marché. Donc c'est vrai que c'est un sujet de réflexion qui, je pense qu'il n'y a pas de vérité immanente, mais on a tout intérêt, comme dans tous ces sujets, que ce soit d'ailleurs des sujets techniques, d'avoir une discussion de manière à ce que les uns et les autres acceptent et comprennent les tenants et les aboutissants et que se l'approprient, et pas que ce soit des décisions qui soient uniquement subies et tombées d'une autorité ou d'une pyramide qui serait mal maîtrisée. Très bien. Eh bien, écoutez, nous vous remercions. Je pense que nous pouvons applaudir Monsieur Arpagian. Merci à vous, merci pour votre présence, Voilà. Merci pour votre intérêt pour ces sujets. Et vous avez effectivement tout intérêt à les citoyens. En fait, on pourrait mettre citoyens, consommateurs, électeurs, internautes, avec des tirets entre chacune de ces qualités, ont intérêt à plus vous serez éclairé sur ces sujets, plus nous pourrons être des interlocuteurs exigeants. Voilà, alors même si ça vous oblige à lire les conditions générales d'utilisation des sites internet que vous utilisez, même si ça vous oblige à vous intéresser un peu sans forcément faire un doctorat dessus, mais quand même au fonctionnement des technologies, ça vous permettra d'être mieux armé contre effectivement un environnement que vous ne souhaiteriez pas. Très bien. Alors, si vous avez encore quelques petites minutes à nous accorder, mais nous avons un ami qui s'appelle Dany et qui prend des notes pendant nos débats et qui, à la fin du débat, nous produit un slam avec les mots qui ont été utilisés pendant le débat. Très bien. Voilà, donc nous allons l'écouter. Parfait. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Slam en rose. Voilà. Le slam. Bon, c'est plus pour amener de l'humour par rapport à ce que vous avez dit. Idéologique, cyberguerre. Idée combien logique. La bourse ou la vie. La bourse ou Vinci. Technologie logique. Monte, descend, vague et amer risque. Assurance, résilience. Viens ma poule, dit le coq. Je cloisonne. Point ne coule, c'est plus cool. Logiciel piraté. Pas raté. Une banque prévenue en vaut deux. Les banques raquettent, les banques rachètent des sacs de sable. Maîtrise, contrôle, expertise, addicté à auditer. Virus, puce, toujours puce, et toujours plus. Alternative, pas de fumée sans feu. Exfiltre, extraterritorialise. De l'art numérique à l'art mérique. Au secours, il y a résilience au New Jersey. Pirate, ponce pirate s'en lave les mains. Sécurité, cybersécurité, derrière les mirailles. Des États à déstabiliser. Il y a photo. Géo trouve tout. Je te géolocalise. T'es en cyber-insécurité. Prête, un prêté pour un rendu. Les nouveaux Amazonards. Prestataire, pas trop éthéré, c'est salutaire. TE2RE. GPS ou G-paresse. Je t'attends au tournant. Du nouveau-né à l'interné. Gaffe, plus emmêlé, moins interné. Merci, Saint-Nicolas, pour ces cadeaux apportés dans sa haute mail, évidemment. Merci. C'est d'autant plus méritoire que vous avez cumulé l'audition à la création. Donc c'est pendant que vous écoutez, vous êtes en mesure de créer. Donc c'est d'autant plus méritoire et talentueux. Merci.
Merci Monsieur Arpagian, merci beaucoup. C'était un débat de très belle qualité, de très belle tenue. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger. Alors désolé, je regrette pas avoir pu venir jusqu'à vous, mais au moins ça a permis cet échange. Voilà, et nous en sommes très heureux. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. Merci. Bonne soirée. Gérard, tu veux annoncer Oui. la prochaine? Donc, nous allons donc aller dormir, après, si on veut, oui, bien entendu. J'espère que ce débat, qui a été surtout beaucoup d'explications riches, je pense, par ce monsieur. Donc, je vous propose... je ne me rappelle plus la date, c'est ça le problème. 22 février. 22 février, nous nous retrouvons autour d'un film qui s'appelle Katastroka et qui va traiter justement des services publics et de la manière dont ils sont traités actuellement au niveau de notre Europe. Voilà. Donc 22 février. Hein, voilà. Très bien, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Pétition, pétition. Ah oui, bien entendu. N'oublions pas, nous allons éclairer. Et n'oubliez pas de signer, si vous le souhaitez, les 2 pétitions qui sont sur la table en fond de salle, à la sortie. Voilà. Au revoir et merci.